Quand mon grand-père milliardaire est mort en m'être léguant toute sa fortune, mes parents, qui m'avaient abandonné enfant, m'ont traîné en justice. En entrant au tribunal, ils ricanaient. Mais le juge s'est levé en disant « Attendez. Vous êtes ?» Il n'aurait jamais dû sous-estimer la vérité. Quand je suis entré dans cette salle d'audience du tribunal de Bordeaux, mes parents souriaient déjà. Ce n'était pas un sourire chaleureux, non. C'était un rictus froid, victorieux, une grimace de prédateurs qui savent leur proie piégée. C'était le même sourire qui, des années durant, avait hanté mes cauchemars d'enfant. Dans leur esprit, le procès était déjà gagné. L'affaire était entendue. Après tout, qui allait me croire, moi, la fille qu'ils avaient effacée de leur vie 22 ans plus tôt, face à eux, Bastien et Adélaïde Giraud, le couple d'artistes que le tout Bordeaux admirait pour sa fausse générosité et son charme superficiel? Mais cette fois, les règles avaient changé. Mon grand-père, Ambroise, le seul être humain à m'avoir jamais offert un amour inconditionnel, était mort. Il m'avait laissé comme unique héritière de sa fortune colossale. Et aujourd'hui, ceux-là même qui m'avaient abandonné comme un objet encombrant sur le pas de sa porte, osaient me traîner en justice pour réclamer leur part. Mon cœur cognait si fort contre mes côtes que j'avais peur que toute la salle l'entende. Le juge est entré. Un silence de mort s'est abattu. Il s'est assis, a feuilleté ses notes, puis il a levé les yeux. Son regard a balayé la salle et s'est posé sur moi. Il m'a étudié, un long, très long moment. Et soudain, ses yeux se sont écarquillés d'une stupeur à peine contenue. « Attendez une seconde » a-t-il articulé, sa voix plus un murmure qu'une parole. « Vous êtes ?» La salle entière a retenu son souffle. Les masques de suffisance de mes parents se sont fissurés, remplacés par une lueur de panique. Ils venaient de comprendre, trop tard, que la vérité qu'ils avaient enterrée pendant 2 décennies était sur le point de refaire surface et de détruire leur monde de mensonges. C'est une histoire insensée, je vous l'accorde, une tragédie familiale où l'amour et la haine s'affrontent pour des millions d'euros. Avant de vous raconter chaque étape de ce combat qui a défini ma vie, j'aimerais sentir votre présence. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quelle région ou quel pays vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Savoir que nous partageons ce moment, malgré la distance, me donne une force incroyable. Revenons dans cette salle d'audience. L'air y était vicié, une odeur de bois ancien, de poussière de dossier et d'anxiété stagnante. Assise droite comme un « i » à la table de la défense, j'essayais de contrôler le tremblement de mes mains en les cachant sous la table. À quelques mètres, mes parents formaient un tableau parfait de dignité outragée. Ma mère, Adélaïde, resserrait son foulard Hermès autour de son cou, comme pour se protéger d'un frisson invisible. Elle était belle, d'une beauté froide et sculpturale, une statue de marbre dépourvue de cœur. Mon père, Bastien, un artiste dont le talent n'avait jamais égalé l'ego, se tenait légèrement en retrait, comme toujours, laissant sa femme mener la danse macabre. Il évitait mon regard, incapable d'assumer la lâcheté qui était sa seconde nature. Dans la galerie, je sentais les regards peser sur moi, les chuchotements fusaient, des flèches empoisonnées. C'est elle, la petite fille avide. Elle a tout manipulé. Chaque murmure était une pierre de plus sur le mur de solitude qui m'entourait. Le juge Foucault a ajusté ses lunettes, son visage impassible. Mais ce premier regard, cette étincelle de reconnaissance, avait suffi. Une infime lueur d'espoir s'était allumée en moi. Mes parents voyaient en moi une adversaire facile à écraser. Ils ignoraient que mon grand-père ne m'avait pas seulement légué sa fortune. Il m'avait légué sa force, sa logique, et une arme secrète qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Comment une famille peut-elle en arriver à ce point de non-retour? Pour le comprendre, il faut revenir à la source du poison, à ce jour d'été où un monde s'est effondré et un autre a commencé. J'avais 5 ans et l'odeur de la lavande est devenue celle de la trahison. Ce jour-là à Biarritz, le soleil était d'une arrogance cruelle, inondant de lumière les jardins luxuriants de la villa de mon grand-père. Un décor de carte postale pour un drame intime et dévastateur. Ma mère, Adélaïde, s'est accroupie devant moi. Sa robe en soie blanche bruissait à chaque mouvement, et son parfum, un mélange sophistiqué de lavande et d'agrumes, m'enveloppait. Aujourd'hui encore, cette odeur me donne la nausée. Sois bien sage pour papy,
mon trésor, a-t-elle roucoulé, esquissant un sourire parfait qui ne cachait pas le vide dans ses yeux. Ses lèvres, d'un rouge sang, semblaient peintes pour un rôle. Elle était une actrice, et ce jour-là, elle jouait le rôle de la mère. Mon père, Bastien, attendait, adossé à sa Porsche 356, une voiture de collection qu'il chérissait plus que tout au monde. Il tambourinait nerveusement sur le capot lustré. « Adélaïde, on va être en retard. » L'avion n'attendra pas, le mot « avion » a fait tilt dans ma tête d'enfant. Une angoisse sourde a commencé à monter. J'ai attrapé un péane de sa robe. « Où vous allez ? » ? « Je veux venir avec vous. » Son sourire s'est imperceptiblement crispé. « Oh, ce n'est rien, ma puce. Juste un petit voyage d'affaires. Nous serons de retour avant que tu aies eu le temps de dire ouf. » Mais sa voix était trop lisse, trop préparée. Une voix sans amour. Elle n'a pas risqué un câlin qui aurait pu froisser sa robe. Elle a penché sa tête et déposé un baiser glacial dans les airs, à quelques centimètres de ma joue. Le contact froid de ses boucles d'oreilles en perles est la dernière chose que j'ai sentie d'elle. Puis, elle m'a tourné le dos. Le claquement sec de ses talons sur le gravier de l'allée sonnait comme une sentence. La portière a claqué. Le moteur a rugi, une bête impatiente. La voiture argentée s'est élancée, laissant derrière elle un nuage de poussière et l'odeur âcre de l'essence. J'ai couru. De toutes mes forces d'enfant de 5 ans. J'ai couru, criant « Maman !» « Papa !» jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, jusqu'à ce que mes jambes se dérobent sous moi. Je suis tombée, les genoux en sang, le visage dans les graviers coupants. J'ai hurlé, mais seul le vent salé de l'océan m'a répondu. C'est à ce moment précis, le visage couvert de larmes et de poussière, que j'ai compris. Il ne reviendrait pas. Pas très vite. Peut-être jamais. Une main s'est posée sur mon épaule, une présence solide et rassurante dans mon chaos. Mon grand-père Ambroise. Il s'est agenouillé près de moi. Son visage, d'ordinaire si intimidant avec ses rides profondes et son regard perçant d'ancien juge, était empreint d'une infinie tristesse. Il n'a pas dit de paroles inutiles. Il a sorti un grand mouchoir en tissu de sa poche et a doucement essuyé mon visage. Ils ne savent pas le trésor qu'ils viennent de jeter, a-t-il murmuré d'une voix rendue rauque par l'émotion. Il m'a enveloppé dans ses bras. Je me suis blottie contre sa veste en tweed qui sentait le papier des vieux livres et un peu le tabac à pipe. J'ai écouté le rythme lent et régulier de son cœur, un métronome qui ramenait un semblant d'ordre dans mon monde brisé. Ce soir-là, alors qu'il me bordait dans un lit immense qui n'était pas le mien, j'ai demandé dans un souffle « Pourquoi ils sont partis, papy ?» Il a marqué une pause, cherchant les mots justes. Parfois, Léontine, les gens cherchent le bonheur au mauvais endroit. Ils le cherchent dans des choses qui brillent, mais qui sont vides. Il a caressé ma tête. Mais toi et moi, nous savons où il se trouve, n'est-ce pas? Il est ici. Ce jour-là, j'ai appris que l'amour véritable ne s'enfuit pas. Il reste. Il attend. Il vous ramasse quand vous tombez. Mais je ne savais pas encore que cet amour ferait de moi la cible d'une haine implacable. Vivre avec Ambroise Giraud n'était pas une enfance ordinaire. La villa, que mes amis à l'école imaginaient pleine de fêtes et de serviteurs, était en réalité un sanctuaire de silence, de travail et de pensée. Mon grand-père a transformé mon éducation en une mission personnelle. Il ne cherchait pas à remplacer mes parents. Il cherchait à construire quelque chose de bien plus solide, mon intellect. Nos journées étaient rythmées par une discipline de fer. Lever à 6 heures. 30 minutes de course sur la plage en contrebas de la villa, quel que soit le temps. Puis, le petit déjeuner dans la grande cuisine, où le journal du jour était déjà étalé sur la table. Lis, Léontine, disait-il en sirotant son café noir. Lis les actualités politiques, économiques, internationales. Et ensuite, explique-moi les intérêts qui se cachent derrière les mots. Qui bénéficie de cette histoire? Quelle information est volontairement omise? J'avais 8, 10, 12 ans, et je devais lui présenter une analyse géopolitique avant d'aller à l'école. C'était sa façon de m'apprendre à ne jamais me fier aux apparences. Il était le fondateur de Veritas Cyber, une société qu'il avait créée après sa retraite de la magistrature.
Il avait vu avant tout le monde qu'Internet serait le nouveau champ de bataille de la vérité et du mensonge. Il ne m'a jamais appris à coder dans le but de faire de moi une informaticienne. Il m'a appris la logique du code pour que je comprenne la structure de la pensée. Un bon argument est comme un algorithme élégant, Léontine. Il est logique, cohérent, et il n'y a pas de variable non déclarée. Un mensonge, c'est un bug. Une ligne de code qui fait planter tout le programme. Il faut juste la trouver. Nos soirées n'étaient pas consacrées à la télévision, mais à des jeux de stratégie, des énigmes logiques et des débats. Il me présentait des cas juridiques complexes et me demandait de jouer l'avocat de la défense, puis le procureur. Il m'apprenait à construire un argumentaire, à anticiper les contre-arguments, à déceler la faille dans le raisonnement de l'adversaire. Il était exigeant, parfois jusqu'à l'extrême. Mais il était juste. Et il était présent. Chaque soir, sans exception, il venait s'asseoir au bord de mon lit et me demandait de lui raconter ma journée. Il écoutait, vraiment. Il s'intéressait à mes amitiés, à mes peurs, à mes rêves d'enfant. C'est dans ces moments-là que le juge redoutable et le génie de l'informatique disparaissaient pour laisser place à papy. Un jour, alors que j'avais environ 14 ans, je l'ai trouvé dans son bureau, l'air sombre. Il m'a montré une lettre de mes parents. Une lettre sèche, rédigée par un avocat, demandant une pension alimentaire. Pas pour moi. Pour eux. Ils estimaient qu'en tant que son fils unique, mon père avait droit à une partie de sa fortune pour maintenir son rang. Mon grand-père a déchiré la lettre en 4. Ils ne comprennent pas, n'est-ce pas, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. La seule chose de valeur que je possède, c'est toi. Et ça ne s'achète pas, il m'a regardé intensément. N'oublie jamais ça, Léontine. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de qui tu es. Et tu es ma petite fille. C'est ton plus grand atout. Il ne me préparait pas seulement à me défendre. Il me donnait les armes pour attaquer, non avec la méchanceté, mais avec l'implacable logique de la vérité. Des armes dont j'allais bientôt avoir désespérément besoin. J'ai eu 16 ans. L'adolescence est une période étrange, un entre-deux où l'on cherche sa place. Pour moi, elle était marquée par une dualité constante. À l'école, j'étais juste Léontine, une élève discrète mais douée pour les matières scientifiques. À la maison, j'étais l'apprentie d'Ambroise Giraud, plongée dans des concepts qui dépassaient de loin ceux de mes camarades. La blessure de l'abandon était toujours là, mais elle s'était transformée en une cicatrice, une force silencieuse. Et puis, un jour, la cicatrice s'est rouverte. C'était dans la salle d'attente du dentiste. Je feuilletais un magazine People pour tuer le temps. Et je suis tombée sur eux. Une photo pleine page. Mes parents, rayonnants, à une vente aux enchères caritatives à Monaco. Ma mère portait une robe de soirée qui devait coûter le prix d'une voiture, un collier de diamants étincelant à son cou. Mon père posait à côté d'une de ses dernières créations, une toile abstraite sans âme. La légende de la photo disait « Bastien et Adélaïde Giraud, un couple uni par l'amour de l'art et la générosité ». J'ai senti le sang quitter mon visage. La générosité. Le mot m'a frappé comme une insulte. Mon corps s'est mis à trembler. J'ai refermé le magazine d'un coup sec et je suis sortie du cabinet sans même voir le dentiste. Je suis rentrée à la maison, bouleversée. Mon grand-père était dans la bibliothèque. Il n'a eu besoin que d'un regard pour comprendre. Je n'ai pas eu à parler. Il m'a simplement prise dans ses bras. Ils vivent dans un monde différent du nôtre, Léontine, a-t-il dit doucement. Un monde fait d'illusions et de miroirs. Ce n'est pas la réalité. Ce soir-là, il m'a offert 2 cadeaux qui allaient changer le cours de ma vie. Le premier était un magnifique journal intime relié en cuir. Écris, Léontine, m'a-t-il conseillé. Écris tout. Ta colère, ta peine, tes questions. Ne laisse personne d'autre raconter ton histoire à ta place. Quand les choses sont écrites, elles deviennent réelles. Elles deviennent des preuves. J'ai serré le journal contre moi. C'était la permission de reconnaître ma propre douleur. Le deuxième cadeau était beaucoup plus petit, mais infiniment plus lourd de sens. Une clé USB noire. Ceci est mon testament, le vrai, a-t-il dit d'un ton grave.
pas celui qui est chez le notaire, mais mon testament moral. Il y a des choses ici, des conversations, des documents, qui prouvent qui je suis, et qui ils sont. J'ai tout archivé. C'est ma police d'assurance pour toi. Il a posé sa main sur la mienne, qui tenait la clé. Je prie pour que tu n'aies jamais à t'en servir. La meilleure des victoires est celle où l'on n'a pas besoin de se battre. Mais si un jour, il tente de te détruire, si la vérité ne suffit pas, alors tu auras besoin de plus que la vérité. Tu auras besoin de preuves irréfutables. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a glacé le sang. Promets-moi que tu ne l'utiliseras qu'en dernier recours. C'est une arme puissante. Et toute arme puissante peut aussi blesser celui qui la manie. J'ai promis. J'ai caché cette clé au fond d'un coffre, derrière une fausse rangée de livres. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire. Et en écrivant, j'ai senti la colère se transformer en une froide résolution. Je n'étais plus une victime. J'étais une gardienne. La gardienne de ma vérité, et de la sienne. Le temps a filé. J'ai eu mon bac avec mention, puis j'ai intégré une prestigieuse école d'ingénieur, avec une spécialisation en cybersécurité, bien sûr. Mon diplôme en poche, j'ai rejoint officiellement Veritas Cyber. Mon grand-père m'a fait commencer tout en bas de l'échelle, comme analyste de données junior. L'autorité ne se décrète pas, elle se gagne, disait-il. Ces années ont été un bonheur. Nous étions plus que grand-père et petite-fille. Nous étions des partenaires intellectuels. Mais le temps est un adversaire invincible. La maladie l'a emporté doucement, comme une marée qui se retire, emportant avec elle la force, mais jamais la clarté de son esprit. Je suis resté à son chevet jusqu'à son dernier souffle. Il est parti un matin, en regardant par la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. Ma douleur était un océan silencieux, trop vaste pour les larmes. L'enterrement fut une épreuve. Une mascarade sociale où des gens qui le critiquaient dans son dos venaient célébrer sa brillante carrière. Mes parents étaient au centre de ce cirque. Ils accueillaient les condoléances, ma mère tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir en dentelle, mon père serrant des mains, l'air accablé. Ils étaient magnifiques de fausseté. Après la cérémonie, ils se sont approchés de moi. Léontine, il va falloir parler de l'avenir, de la succession, a commencé mon père, sans le moindre préambule. J'étais tellement choquée par leur indécence que je n'ai rien trouvé à répondre. La convocation chez Maître Renaud, le notaire, a eu lieu la semaine suivante. La salle de réunion était cossue, lambrissée de bois sombre, mais l'atmosphère était glaciale. Mes parents étaient venus avec leur propre avocat, un requin du barreau parisien. Ils étaient prêts pour la guerre. Maître Renaud, un ami de mon grand-père depuis plus de 40 ans, a commencé la lecture d'une voix neutre. Le testament était long et détaillé. Il y avait des legs généreux pour les employés les plus anciens, pour sa gouvernante, Madame Sylvie, et des dons importants pour des associations caritatives. Mes parents se crispaient à chaque euro qui leur échappait. Puis vint le passage final. Maître Renaud a fait une pause, a ajusté ses lunettes et a lu, en ce qui concerne la totalité de mes biens restants, incluant mais ne se limitant pas à la villa ambroisienne à Biarritz, la totalité de mes parts dans la société Veritas Cyber, mes portefeuilles d'actions et tous mes actifs bancaires, je les lègue en pleine propriété à la seule personne qui ait jamais compris la valeur de mon héritage, qui n'est pas fait d'argent mais de principe, ma petite fille bien-aimée, Léontine. Giraud. Un silence de mort a rempli la pièce. Ma mère a laissé échapper un petit son étranglé. Mon père est devenu rouge écarlate. C'est une blague, a-t-il craché. L'avocat de mes parents s'est levé. Nous contestons formellement ce testament. Il est évident que M. Giraud n'était plus sain d'esprit. Notre client a été spolié. Mais Maître Renaud a levé une main. Il y a une dernière clause. Une note personnelle rédigée par le défunt. Il a chaussé d'autres lunettes et a lu, d'une voix lente et claire, à mon fils Bastien et à ma belle-fille Adélaïde. Je ne vous déshérite pas. On ne peut pas perdre ce que l'on n'a jamais mérité. Je vous ai offert le plus précieux des cadeaux, la liberté de poursuivre votre existence superficielle sans le fardeau de la loyauté ou de la gratitude. Mon héritage, le vrai, n'est pas à votre portée. C'est là que le masque de ma mère est tombé.
La haine pure a déformé ses traits parfaits. Elle va payer, a-t-elle sifflé en me fixant. Elle va le payer très cher. La guerre n'était plus une menace. Elle venait de commencer. La riposte n'a pas tardé. Elle a été brutale, méthodique et conçue pour me détruire non seulement financièrement, mais aussi psychologiquement. La première offensive fut l'assignation en justice, un document de 50 pages truffé de jargon juridique qui, en substance, me traitait de voleuse et de manipulatrice. Abus de faiblesse, captation d'héritage, isolement d'une personne vulnérable. Chaque terme était une insulte, une profanation de la relation que j'avais eue avec mon grand-père. J'ai passé la nuit à lire et relire ce document, le cœur au bord des lèvres, un sentiment de dégoût et d'injustice me submergeant. La deuxième offensive fut médiatique. Ils savaient que je n'étais personne, une anonyme. Ils étaient, eux, des personnalités publiques. Ils ont utilisé cette arme avec une efficacité redoutable. Le lendemain de l'assignation, un grand quotidien national, connu pour son journalisme à scandale, a publié un article dévastateur à mon sujet. Le titre barrait la une, l'héritage Giraud, la petite fille aux mains sales. L'article était un chef-d'œuvre de diffamation. Ils avaient déterré et déformé des photos de mes années étudiantes, me faisant passer pour une fêtarde irresponsable. Ils avaient interviewé de prétendus proches de la famille, qui n'étaient autres que des connaissances à eux, grassement payés qui témoignaient de ma froideur et de mon ambition démesurée. Le pire était une citation anonyme, attribuée à un ami du couple, qui disait « Bastien et Adélaïde sont dévastés. Ils ont tout essayé pour renouer avec Léontine, mais elle les a toujours repoussés, construisant un mur autour de son grand-père pour mieux le contrôler. » C'était leur récit, et il était parfait, les parents aimants et rejetés face à la fille ingrate et calculatrice. En quelques heures, je suis devenu l'ennemi public numéro 1 sur les réseaux sociaux. Mon nom était traîné dans la boue. Je recevais des messages d'une violence inouïe. La troisième offensive fut financière, et c'est peut-être celle qui m'a fait le plus peur. Profitant du scandale médiatique, leur avocat a demandé et obtenu en référé le gel conservatoire de la majorité des comptes bancaires de la succession, en attendant le jugement sur le fond. Leur argument était simple, il y avait un risque de dissipation des actifs par une héritière au comportement erratique. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la tête d'une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros sur le papier, mais avec un accès très limité à des liquidités. Je pouvais à peine payer les factures courantes de la villa, et surtout, je voyais s'amonceler les provisions pour les frais d'avocat qui s'annonçaient astronomiques. C'était leur stratégie, m'asphyxier. Me pousser à l'abandon, à accepter un accord à l'amiable qui leur serait favorable, faute de pouvoir me défendre. J'étais seul, barricadé dans la villa, le téléphone débranché pour ne plus entendre les sonneries des journalistes. J'aimerais vous poser une question. Face à une telle attaque, coordonnée et vicieuse, qu'auriez-vous ressenti? L'envie de tout abandonner, de leur donner ce qu'ils veulent pour avoir la paix? Ou une rage décuplée, une envie de vous battre jusqu'au bout? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Pendant 48 heures, j'ai sérieusement envisagé de céder. La pression était trop forte. Et puis, dans le silence du bureau de mon grand-père, j'ai trouvé son journal. Pas le mien, le sien. Il y écrivait tous les jours. J'ai lu sa dernière entrée, datant de la veille de sa mort. Il écrivait « La plus grande lâcheté n'est pas d'avoir peur, Léontine. C'est de laisser la peur des autres dicter ta vérité. » Cette phrase a agi comme un électrochoc. La peur a laissé place à une colère froide. J'ai appelé Maître Renaud. Ils veulent la guerre totale, ai-je dit. Ils vont la voir. Le jour J, l'atmosphère du tribunal de Bordeaux était lourde, électrique. La salle d'audience était un théâtre, et j'étais le personnage principal d'une pièce dont je n'avais pas écrit le scénario. Mes parents étaient déjà installés, composant un tableau de douleur digne. Ma mère, vêtue d'un tailleur noir sobre mais d'une coupe impeccable, le visage encadré par un chapeau à voilette, était l'image même de la Maté Dolorosa. Mon père, à ses côtés, semblait écrasé par le chagrin. Une performance millimétrée. Quand je suis entré, vêtu d'une simple robe bleu marine, sans aucun artifice, un silence s'est fait. J'ai senti tous les regards converger vers moi,
chargée de préjugés et de curiosités malsaines. Je me suis assise à côté de Maître Renaud, le dos droit, les mains posées à plat sur la table pour qu'elle ne tremble pas. L'avocat de mes parents, Maître Delcourt, un homme au verbe et à l'assurance théâtrale, a ouvert le bal. Sa plaidoirie était un torrent de sous-entendus et d'accusations à peine voilées. Il a parlé de mon grand-père comme d'un patriarche affaibli, d'un vieil homme rendu confus par la maladie et la solitude. Il a brossé un portrait de moi en gardienne de prison, une jeune femme qui aurait tissé sa toile autour de lui, l'isolant de l'amour et du soutien de ses enfants. Il a utilisé des mots comme emprise psychologique, suggestion malveillante. Il parlait, et je voyais les visages des jurés se fermer, leurs expressions se durcir à mon encontre. Puis il a appelé son témoin clé. Ma mère. Adélaïde s'est avancée vers la barre avec une grâce étudiée. Elle a prêté serment d'une voix chevrotante. Le spectacle a commencé. Elle a pleuré. Pas de grosses larmes vulgaires, non. Des larmes silencieuses, nobles, qui coulaient lentement sur ses joues, qu'elle épongerait délicatement avec un mouchoir brodé. Elle a raconté comment, pendant des années, elle avait tenté de me joindre pour mes anniversaires, pour Noël. Elle a décrit des lettres restées sans réponse, des appels téléphoniques rejetés. Elle a même produit des relevés téléphoniques prouvant simplement qu'elle avait appelé, pas que je n'avais pas de bonne raison de ne pas répondre. Elle a culminé avec le récit, entièrement fictif, de sa dernière tentative pour voir mon grand-père. Il était si faible, a-t-elle sangloté. Et elle s'est mise devant la porte. Elle m'a dit que je n'étais pas la bienvenue. Elle m'a interdit de dire au revoir à mon propre père. C'était un mensonge si énorme, si monstrueux, que j'ai eu un haut le cœur. Mon grand-père, dans ces derniers mois, avait lui-même refusé de les voir, une décision qu'il m'avait expliquée et que j'avais respectée. Mais qui allait croire ça maintenant? Maître Renaud a fait de son mieux lors du contre-interrogatoire, mais Adélaïde était une actrice trop douée. Elle répondait à chaque question par une autre larme, une autre supplique. Je voulais seulement voir mon père, répétait-elle en boucle. Le tour de mon père a été plus court, mais tout aussi efficace. Il a joué le rôle du fils dévasté, confirmant chaque mot de sa femme, ajoutant qu'il avait remarqué chez son père des absences, une grande confusion mentale, surtout après que j'ai commencé à travailler à ses côtés. Ils construisaient leur récit, une fiction plausible, et je sentais le sol se dérober sous mes pieds. La vérité, ma vérité, semblait si fragile, si impuissante face à une performance aussi magistrale. En les regardant jouer leur comédie, j'ai compris qu'ils n'allaient pas se contenter de prendre l'argent. Ils voulaient détruire la personne que j'étais, réécrire le passé et salir la mémoire de l'homme que j'aimais le plus au monde. Et je ne pouvais pas laisser faire ça. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. La villa, d'ordinaire mon havre de paix, me semblait immense et hostile. Les portraits de mes ancêtres sur les murs semblaient me juger. Je me suis réfugiée dans le bureau d'Ambroise, le seul endroit où je me sentais encore en sécurité. J'étais assise dans son grand fauteuil en cuir, le même où il s'asseyait pour me lire des histoires quand j'étais petite. Le désespoir était un poids physique sur mes épaules. Comment combattre un mensonge si parfait? Comment prouver une absence d'action, le fait que je n'avais pas manipulé mon grand-père? C'était impossible. J'ai laissé ma tête tomber sur le bureau, parmi les piles de dossiers que Maître Renaud et moi avions préparés. Ma défense semblait si faible, si technique, face au drame émotionnel qu'ils avaient mis en scène. Mes doigts ont effleuré le dessous du bureau, un geste machinal. J'ai senti une petite aspérité. Curieuse, j'ai regardé. C'était une petite plaque de cuivre, que je n'avais jamais remarquée. Elle était gravée d'une seule phrase en latin. Veritas vos liberabi. La vérité vous rendra libre. C'était la devise de mon grand-père, celle qu'il avait fait graver au fronton de son entreprise. Et juste en dessous, une autre inscription, plus petite, le commencement, LG. C'était un message pour moi. Le commencement. Mon cœur a fait un bond. J'ai repensé à la clé SB. La preuve finale est là où tout a commencé.
Ce n'était pas une métaphore. C'était une instruction. J'ai bondi de ma chaise, je suis allé à la bibliothèque, j'ai ouvert le coffre secret. La clé USB était là. Je l'ai saisie, mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à l'insérer dans le port de mon ordinateur. Le fichier était toujours là, protégé par ce mot de passe que je connaissais maintenant. Veritas Voliberabi. J'ai tapé les lettres, une par une. Accès accordé. Mais ce n'était pas l'enregistrement audio que j'ai ouvert. Mon grand-père était plus malin que ça. Il y avait un deuxième fichier, que je n'avais pas vu la première fois, caché dans un sous-répertoire. Il s'appelait « contrat-bas-de-mariage-bg-ag.pdf ». Le contrat de mariage de Bastien et Adélaïde Giraud. Pourquoi diable cela se trouvait-il ici? J'ai ouvert le document. C'était un contrat standard, sauf pour une annexe, l'annexe C. Mon regard a parcouru les lignes. C'était un accord prénuptial, rédigé à la demande de mon grand-père avant leur mariage. Il stipulait une chose simple, en cas de divorce, Adélaïde ne pourrait prétendre à aucune part de la fortune personnelle de Bastien, qui à l'époque était inexistante, mais surtout, à aucune part de l'héritage futur provenant de la famille Giraud. Et puis j'ai vu la signature au bas de la page. Celle de mon père. Et celle de ma mère, Adélaïde. Elle avait signé. Elle avait renoncé, 28 ans plus tôt, à tout droit sur la fortune de mon grand-père. Toute leur action en justice, basée sur leur droit moral d'héritier, était une imposture. Elle n'avait légalement aucun droit. Mon père, oui, en tant que fils, mais elle, la principale instigatrice, celle qui pleurait à la barre, était une fraude. J'ai imprimé le document. J'ai regardé l'enregistrement audio. Et j'ai compris. Mon grand-père m'avait laissé le choix des armes. L'arme émotionnelle, la bombe qui détruirait leur image. Et l'arme légale, le scalpel qui disséquerait leur argumentation et la réduirait à néant. Je n'allais pas choisir. J'allais utiliser les deux. Le lendemain, une nouvelle énergie m'habitait. Ce n'était plus de la colère, mais une certitude froide et tranquille. C'était mon tour de témoigner. Je me suis avancé vers la barre, j'ai prêté serment d'une voix qui ne tremblait pas. J'ai regardé mes parents. Le léger sourire de ma mère montrait qu'elle s'attendait à me voir pleurer, me justifier. Elle s'attendait à un combat émotionnel. Elle n'était pas prête pour une exécution logique. Maître Renaud a commencé. Mademoiselle Giraud, pouvez-vous nous décrire la nature de votre relation avec votre grand-père? J'ai parlé. J'ai raconté les leçons, les débats, les éclats de rire. J'ai parlé de l'homme, pas du milliardaire. J'ai parlé de l'amour, pas de l'argent. Puis est venu le contre-interrogatoire de Maître Delcourt. Il était agressif, condescendant. N'est-il pas vrai que vous avez profité de l'isolement de votre grand-père pour l'influencer? Mon grand-père n'était pas un homme influençable, maître. C'était un homme qui a passé sa vie à chercher la vérité. Il l'a simplement trouvée, y compris au sein de sa propre famille. Vous osez dire que vos parents sont des menteurs? Je dis que leurs actions et leurs paroles aujourd'hui sont en contradiction flagrante avec la vérité des faits. Et j'ai l'intention de le prouver. C'était le signal. Maître Renaud s'est levé. Votre honneur, nous souhaitons verser 2 nouvelles pièces au dossier. Protestation immédiate de la partie adverse. Mais le juge, intrigué, a accepté. La première pièce fut l'enregistrement. Maître Renaud a expliqué le contexte. Le silence s'est fait lorsque la voix de mon père a résonné, claire et nette. Je n'ai jamais voulu de cette gamine, père. L'impact a été dévastateur. Ma mère est devenue blanche comme un linge. Mon père s'est affaissé sur sa chaise, comme si on lui avait coupé les jambes. Les jurés les regardaient avec un mépris glacial. Mais ce n'était pas fini. Et maintenant, la deuxième pièce, a poursuivi Maître Renaud. L'annexe c'est du contrat de mariage de Monsieur et Madame Giraud. Il a projeté le document sur les écrans de la salle d'audience. Il a lu à haute voix la clause de renonciation d'Adélaïde à tout héritage. Il s'est tourné vers ma mère. Madame Giraud, a-t-il demandé d'une voix coupante. Est-ce bien votre signature au bas de ce document? Tous les regards se sont tournés vers elle.
Son masque de victime s'est évaporé. Il ne restait plus qu'une femme piégée, exposée. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé son mari, cherchant de l'aide, mais il fixait le vide. Elle a regardé son avocat, qui semblait aussi abasourdi qu'elle. Madame Giraud, a insisté maître Renaud. Oui, a-t-elle fini par articuler, un souffle à peine audible. Oui, c'est ma signature. Un murmure a parcouru la salle. Ce n'était pas seulement leur crédibilité qui venait de mourir. C'était leur âme, mise à nu. Toute leur argumentation, tout leur drame, tout était basé sur un mensonge fondamental. Ils ne se battaient pas pour un droit qu'ils pensaient avoir. Ils se battaient pour quelque chose qu'ils savaient pertinemment ne jamais pouvoir réclamer. Ce n'était plus de la cupidité. C'était une fraude. La fin du procès fut abrupte. Après la révélation du contrat de mariage, Maître Delcourt, visiblement furieux d'avoir été trompé par ses propres clients, a demandé une suspension de séance. La suite s'est déroulée presque sans eux. Le jury a rendu son verdict en moins d'une heure. Rejet total de toutes leurs demandes. Confirmation du testament. Mais le juge Foucault n'en est pas resté là. Avant de clore l'audience, il a pris la parole, non pas en tant que juge, mais en tant qu'homme. Il a retiré ses lunettes, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de colère dans ses yeux. Il s'est adressé directement à mes parents, qui étaient revenus s'asseoir, hagards. Monsieur et Madame Giraud. Ce tribunal n'est pas seulement un lieu où l'on débat d'argent. C'est un lieu où la vérité est censée être respectée. Vous êtes venus ici en vous présentant comme des victimes. Mais les preuves ont démontré que vous êtes les architectes d'une fraude cynique et d'une campagne de diffamation odieuse contre votre propre fille. Il a marqué une pause, son silence pesant. Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est que vous avez tenté de profaner la mémoire d'Ambroise Giraud. Et c'est là que je me dois d'intervenir personnellement. Il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Giraud, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai été le premier stagiaire de votre grand-père, il y a plus de 30 ans. Il a été mon mentor. C'est lui qui m'a appris ce que le mot « justice » signifiait vraiment. Des larmes me sont montées aux yeux. Il m'a dit un jour une chose que je n'ai jamais oubliée, la pire des injustices est celle qui se pare des vêtements de la vertu. C'est exactement ce que vous avez essayé de faire. Il a de nouveau regardé mes parents. Par conséquent, non seulement je vous condamne à payer tous les frais de ce procès, mais je demande également au procureur d'examiner la possibilité d'engager des poursuites contre vous pour tentative d'escroquerie au jugement et pour faux témoignage sous serment. Le coup de marteau a retenti comme un coup de tonnerre. C'était plus qu'une victoire. C'était une restauration de l'ordre moral. En sortant, escorté par maître Renaud à travers une nuée de journalistes qui, cette fois, me regardaient avec respect, ma mère a réussi à s'approcher de moi. La haine avait remplacé la panique sur son visage. Tu as gagné, a-t-elle craché. Tu as ton argent, tu as ta vengeance. J'espère que ça te tiendra chaud la nuit. Parce que tu seras seul. Toujours. J'ai arrêté de marcher. Je me suis tourné vers elle. Vous vous trompez, ai-je dit, non pas avec colère, mais avec une immense pitié. Je ne suis pas seul. J'ai sa mémoire. J'ai ses principes. Et ça, c'est une richesse que vous ne comprendrez jamais. J'ai continué mon chemin, la laissant seule au milieu de la foule, seule avec le vide de sa propre vie. La justice avait été rendue. Mais la paix intérieure était encore un chemin à parcourir. Le retour à Biarritz fut étrange. Le silence de la villa, qui m'avait semblé oppressant, était maintenant apaisant. J'ai passé les jours suivants à errer dans les pièces, touchant les objets de mon grand-père, sentant sa présence partout. La victoire judiciaire m'avait soulagé, mais elle n'avait pas guéri la blessure fondamentale. Le sentiment d'avoir une famille brisée, ou plutôt de n'en avoir jamais eu, était une douleur sourde et persistante. Je ne savais pas si la menace de poursuite pénale serait mise à exécution. Honnêtement, je ne l'espérais pas. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais juste la paix. Environ un mois après le procès, la sonnette a retenti. C'était mon père. Seul. Je l'ai observé sur l'écran de surveillance. Il avait vieilli de 10 ans.
Ses épaules étaient voûtées, son visage était marqué par une fatigue profonde. Il n'a pas essayé de forcer le passage. Il est resté là, sous le crachin breton, comme un naufragé sur une rive inconnue. Contre toute attente, j'ai décidé d'aller lui ouvrir. Pas pour lui, mais pour moi. Pour clore ce chapitre. Je l'ai fait entrer dans le vestibule. Il est resté sur le paillasson, n'osant pas avancer plus loin. L'odeur de la pluie et de l'échec flottait autour de lui. Je ne sais pas par où commencer, Léontine, a-t-il balbutié. Il a sorti un portefeuille usé et en a extrait une vieille photo, cornée et jaunie. C'était une photo de lui et de mon grand-père, sur un bateau de pêche. Mon père devait avoir une dizaine d'années. Ils souriaient tous les deux. Je l'admirais tellement, a-t-il murmuré. Il était un géant. Et je n'ai jamais réussi à être à sa hauteur. Ma peinture, ma vie, tout était une déception à ses yeux. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Il a rangé la photo. Ta mère? Adélaïde a nourri cette blessure en moi. Elle m'a convaincu qu'il te préférait, qu'il nous méprisait. Elle a transformé ma frustration en ressentiment, puis en haine. C'était plus facile de te détester, toi, que d'admettre mon propre échec. Il m'a regardé pour la première fois, et j'ai vu une lueur de sincérité dans ses yeux fatigués. Quand j'ai entendu cet enregistrement au tribunal, ce n'était pas la peur d'être découvert qui m'a frappé. C'était la honte. La honte d'entendre ce que j'étais devenu. Un homme faible, amer, qui blâmait une enfant pour ses propres insuffisances. Il a fait un pas en avant. Adélaïde m'a quitté. Elle est partie à l'étranger dès que la menace de poursuite est devenue sérieuse. Elle a dit que je l'avais trahi en n'étant pas assez fort. Un rire sans joie a secoué ses épaules. Elle a probablement raison. Je ne te demande rien, Léontine. Pas le pardon, ce serait une insulte. Je voulais juste que tu le saches. Que tu saches que l'homme qui se tient devant toi aujourd'hui sait enfin qui est le véritable coupable. Et ce n'est pas toi. Il s'est retourné pour partir. Attendez, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Il s'est arrêté. Que allez-vous faire maintenant? Il a haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être essayer de peindre à nouveau. Mais cette fois, juste pour moi. Il est parti. Je suis restée dans le vestibule, le cœur lourd. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était même pas un début. C'était juste une fin. La fin de la colère. Et peut-être, le début fragile de la compassion. Après la visite de mon père, une page s'est tournée. La haine, ce poison qui m'avait maintenu debout pendant le procès, s'est retiré, me laissant épuisée mais étrangement sereine. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma mère, et c'était mieux ainsi. Quant à mon père, j'ai appris plus tard qu'il s'était installé dans un petit village en Provence et qu'il avait recommencé à peindre. Je ne lui ai jamais pardonné, car le pardon est un chemin que je n'étais pas prête à emprunter. Mais je lui ai souhaité de trouver la paix. Ma vie, elle, devait continuer. Je me suis retrouvée à la tête d'un empire financier et d'une entreprise technologique de pointe. Au début, le poids de cette responsabilité m'a semblé écrasant. Que faire de tout cet argent? Que faire de ce pouvoir? Je passais mes soirées à relire les journaux de mon grand-père, cherchant des réponses. Et je les ai trouvées, non pas dans ses conseils financiers, mais dans sa philosophie de vie. L'argent, pour lui, n'avait jamais été un but. C'était un outil. Un outil pour construire, pour protéger, pour innover. Il avait bâti Veritas Cyber sur un principe fondamental, la technologie devait être au service de la vérité et de la sécurité des plus vulnérables. Et c'est là que mon propre chemin est devenu clair. J'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai utilisé une part substantielle de la fortune pour créer la Fondation Ambroise Giraud. J'ai défini sa mission moi-même, en m'inspirant de mon histoire. La Fondation a 3 objectifs principaux. Premièrement, offrir une aide juridique gratuite et un soutien psychologique aux enfants pris au piège de conflits de succession destructeurs. Deuxièmement, financer des programmes d'éducation dans les écoles pour enseigner aux jeunes l'esprit critique, la vérification des faits et la protection contre la manipulation en ligne et les leçons que mon grand-père m'avait enseignées. Et troisièmement,
Investir dans des startups technologiques qui développent des outils pour protéger les données personnelles et lutter contre la désinformation. Diriger l'entreprise et la fondation est devenu le travail de ma vie. Chaque jour, je sens que je prolonge l'œuvre de mon grand-père. Je transforme l'héritage matériel qu'il m'a laissé en un héritage de principes, un héritage qui, je l'espère, aura un impact bien au-delà des murs de cette villa. Je ne suis pas seul. Je suis entouré d'une équipe formidable, de gens qui croient en cette mission. J'ai trouvé une nouvelle famille, une famille choisie, basée sur le respect et des valeurs communes. Mon histoire a été marquée par la trahison et la douleur. Mais elle m'a appris la plus importante des leçons, le véritable héritage n'est pas ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on construit avec. C'est notre capacité à transformer nos blessures les plus profondes en une source de force et de compassion pour les autres. Et vous, quelle est votre histoire? Avez-vous déjà dû vous battre pour votre vérité, contre vent et marée? Avez-vous réussi à transformer une expérience douloureuse en quelque chose de positif? Partagez vos témoignages dans les commentaires. Chaque histoire de résilience est une source d'inspiration. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce long chemin. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour continuer à explorer ensemble la force de l'esprit humain. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais de vous battre pour votre vérité.